Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer la physiologie respiratoire. Dans une première partie, on va parler des constituants du système respiratoire, l'anatomie fonctionnelle du système respiratoire et la zone respiratoire où s'effectue l'échange. En deuxième partie, on va parler de la mécanique de la respiration et les échanges gazeux. Alors, en première partie, donc, on va attaquer donc les constituants du système respiratoire. Il existe deux voies respiratoires, les voies respiratoires supérieures qui vont être extra-thoraciques et les voies respiratoires inférieures qui vont être intrathoraciques. L'échange gazeux s'effectue au niveau des alvéoles et au niveau donc des bronchioles respiratoires. Donc, voici les bronchioles respiratoires et plus précisément donc au niveau des alvéoles. Au moment de l'aspiration, l'air passe par la cavité nasale, le pharynx, larynx, la trachée. La trachée, ici, elle va pouvoir se diviser en deux branche droite et branche gauche, afin de rejoindre donc les poumons. Notre système respiratoire est composé des voies nasales, de la trachée et de deux poumons. Son rôle est double. Fournir notre organisme en oxygène et évacuer le dioxyde de carbone. La respiration, peut être également appelée ventilation pulmonaire, est basée sur deux phénomènes. L'inspiration, l'air rentre dans les poumons, et l'expiration, les gaz sortent des poumons. Il existe donc 4 processus qui sous-tendent la respiration. Le premier phénomène étant la ventilation, les mouvements de l'air vers et hors des poumons. Ensuite, le deuxième phénomène étant la respiration externe, c'est-à-dire l'échange gazeux entre l'air des cavités pulmonaires et le sang. Ensuite, va y avoir lieu donc le transport des gaz respiratoires, oxygène et dioxyde de carbone des poumons aux cellules et vice-versa. Enfin, on termine par la respiration interne, c'est les échanges gazeux entre le sang et les tissus. Les poumons vont être protégés par la cavité thoracique. Les poumons sont revêtus de la plèvre, elles tapissent à la cage thoracique et le médiastin. Comme nous voyons également sur la photo, voici le diaphragme qui participe au phénomène et au système respiratoire. Les poumons sont situés dans la poitrine, qu'on peut également appeler le thorax, de chaque côté du cœur. Ils sont divisés en plusieurs lobes, eux-mêmes qui vont être divisés en plusieurs segments. Le poumon gauche comprend 2 lobes et le poumon droit en compte 3 qui vont être séparés les uns des autres par des cloisons qui vont être appelées fissures. Chaque lobe contient les branches. Les branches sont constituées d'alvéoles, qu'on peut appeler également des petites poches, qui vont être reliées entre elles par les bronchioles. Toutes les branches sont reliées donc à la trachée. Un petit point sur le système circulatoire. Il existe donc différents types de vaisseaux sanguins. Les plus petits étant les capillaires, qui irriguent nos extrémités et ne sont visibles qu'au microscope. Ensuite, on trouve donc les artères, qui ce sont des vaisseaux sanguins qui distribuent les éléments énergétiques aux cellules. Elles acheminent le sang qui part du cœur vers les autres organes. Le sang sort du cœur par les artères, la plus grosse étant l'aorte. Ensuite, les veines, qui vont assurer la circulation au sens inverse, qui vont être pauvres en oxygène. Le sang entre dans le cœur par des veines, la plus grosse, la veine cave. Une petite particularité, à l'intérieur des veines du membre inférieur, il va y avoir des valvules anti-retour qui permettent de faciliter la remontée et le retour du sang vers le cœur. Il existe 2 types de circulation, la petite circulation et la grande circulation. En partant de la partie gauche du cœur, la grande circulation débute par l'artère principale étant l'aorte. Elle se divise en artères de plus en plus petites qui distribuent le sang à toutes les cellules du corps. À partir de l'aorte, on va retrouver donc l'artère, les artérioles et les capillaires. Le retour vers le cœur se fait par des veines de plus en plus grosses. Le sang passe ensuite par la petite circulation au niveau des poumons avant de retourner au cœur.
La zone respiratoire, elle va bien évidemment s'effectuer au niveau des alvéoles. C'est le lieu des échanges gazeux entre le sang et l'air alvéolaire. C'est la respiration externe. Il existe bien évidemment au niveau de cette partie une membrane alvéolo-capillaire. Elle permet des échanges rapides entre le sang et l'alvéolaire et l'air alvéolaire parce qu'elle est très mince et sa surface totale est très grande. On retrouve la présence de cellules épithéliales pavimenteuses, le capillaire, la membrane alvéolo-capillaire et bien évidemment c'est là où il va y avoir lieu l'échange entre le capillaire et les alvéoles. Le sang va pouvoir donner du dioxyde de carbone et s'enrichir en oxygène. Bien évidemment, il va y avoir présence des cellules qui vont être recouvertes de surfactants, des cellules qui sont sécrétrices de surfactants, le pneumocyte de type 2, dont le rôle est bien évidemment la sécrétion du surfactant. On a bien la présence de macrophages, qui sont des macrophages alvéolaires. Le rôle donc de ces macrophages étant la phagocytose. Ensuite, on retrouve donc les cellules recouvertes de surfactants. Le surfactant il permet donc de diminuer la tension superficielle de la surface afin d'empêcher les alvéoles de s'affaisser. On attaque maintenant au niveau, on a terminé avec la première partie, donc parlons maintenant de la mécanique de la respiration des échanges gazeux. La ventilation pulmonaire, c'est l'écoulement d'air qui s'effectue entre l'air atmosphérique et l'air alvéolaire, dont le rôle est de renouveler l'air alvéolaire afin de maintenir sa composition stable. Un écoulement d'air s'effectue lorsqu'il existe un gradient de pression entre l'air atmosphérique et l'air alvéolaire. Comme sur ce schéma, lorsque la pression alvéolaire va être inférieure à la pression atmosphérique, l'air va pouvoir entrer dans les alvéoles. C'est le phénomène de l'inspiration. En revanche, lorsque la pression alvéolaire va être supérieure à la pression atmosphérique, il va y avoir donc l'excrétion de la sortie de l'air et donc c'est le phénomène de la respiration. Les pressions sont toujours exprimées par rapport à la pression atmosphérique. Ici sur ce schéma, on voit donc que lorsque la pression alvéolaire est égale à la pression atmosphérique, il n'y a rien qui se passe. Par contre, lorsque la pression alvéolaire va être inférieure à la pression atmosphérique, on va voir le phénomène de l'inspiration. Ensuite, lorsque la pression atmosphérique va être inférieure à la pression alvéolaire, donc il va y avoir le phénomène de l'expiration. Et bien évidemment, ceci respecte la loi de Boyle-Mariotte. PV est égale constante dans le cadre d'une température constante. Comment ça se passe l'inspiration calme et l'expiration calme? L'inspiration calme, c'est un mouvement qui va être actif et nécessite donc la contraction des muscles inspiratoires, qui sont le diaphragme, qui va permettre donc la dilatation, donc le diaphragme et le muscle intercostaux externe. Les muscles intercostaux vont permettre donc la dilatation de la cage thoracique et le diaphragme va favoriser l'abaissement. Au moment de l'expiration, on va retrouver donc le relâchement des muscles intercostaux et le relâchement du diaphragme. Et surtout, en fait, c'est un mouvement qui va être passif, puisqu'il va y avoir juste le relâchement des muscles inspiratoires, qui est le diaphragme et le muscle intercostaux externe. L'air est donc expiré. L'inspiration forcée et l'expiration forcée, par contre, c'est un processus qui va être actif, puisque ça nécessite la contraction des muscles. Pour l'inspiration forcée, on va avoir la contraction de certains muscles du cou, étant le scalène et le sternocléidiomastoïdien, le petit pectoral, qui vont permettre en fait d'élever les côtes plus haut encore que pendant l'inspiration calme. Au moment de l'expiration forcée, on va retrouver la contraction des muscles expiratoires qui sont des muscles intercostaux internes, les muscles abdominaux, qui permettent de diminuer encore plus
le volume de la cage thoracique. Ce système ne peut fonctionner si la cage thoracique est perforée pour avoir donc l'affaissement des poumons. On va parler donc de pneumothorax. Donc voici ici, on va trouver donc la plèvre pariétale et ici donc la plèvre viscérale. Lorsqu'il va y avoir donc une perforation de la cage thoracique, le poumon va être affaissé. Voici donc une image pour comparer le poumon affaissé par rapport à un poumon normal. Quelques notions de volume pulmonaire. Les volumes pulmonaires mobilisables peuvent être déterminés par les déplacements d'une cloche spirométrique et être lus sur un spirogramme. Quelques définitions. Le volume courant VT, qu'est-ce que c'est? C'est le volume qui, lors de la respiration normale, entre ou sort du poumon à chaque cycle respiratoire. Au repos, le VT vaut environ 0,5 litres chez l'adulte. Le volume de réserve inspiratoire, on va parler donc de VRI, c'est le volume que le sujet peut encore inspirer grâce à un effort inspiratoire maximum à la fin d'une inspiration normale. Chez l'homme jeune, le VRI va être environ de 2,5 litres. Le volume de réserve expiratoire, le VRE, c'est le volume que le sujet peut encore expirer grâce à un effort expiratoire maximum à la fin d'une expiration normale. Chez l'homme jeune, le VRE va être environ 1,5 litres. Le volume résiduel, c'est le VR, c'est à la fin d'une expiration maximum, le poumon contient encore une quantité d'air qui n'est pas mobilisable. Chez l'homme jeune, le VR va être environ 1,5 litres. Enfin, donc, qu'est-ce que c'est la capacité vitale? C'est la somme du volume de réserve inspiratoire, du volume courant, du volume réserve expiratoire. Elle se mesure en pratique comme le plus grand volume que le sujet est capable d'expirer après une inspiration maximum. La grandeur de la capacité vitale dépend bien évidemment des dimensions corporelles, du poids, la taille ainsi que de l'âge et du sexe. Chez l'homme jeune, la capacité vitale va être environ de 4,5 litres. Donc, pour résumer, on va parler donc d'une capacité vitale, c'est égal au VRE plus le VT plus le VRI. Le CRF, c'est-à-dire la capacité résiduelle fonctionnelle, c'est le VR plus le VRE. Enfin, le CPT, c'est la capacité pulmonaire totale, c'est le VR plus le CV. Pour la ventilation, deux facteurs qui empêchent les poumons de s'affaisser. Les poumons ont tendance continuellement à se rétracter pour deux raisons. Les poumons sont constitués de fibres élastiques. Ces dernières cherchent à faire retracter les poumons lorsqu'on cesse de les étirer. Et à l'intérieur des alvéoles et recouvert d'une pellicule d'eau, la tension superficielle de l'eau favorise donc la rétraction de chaque alvéole. Il existe donc deux facteurs qui empêchent que les poumons de s'affaisser. La présence de liquide intrapleural qui va permettre de coller les poumons à la cage thoracique. Les poumons donc ne peuvent pas suivre leur tendance naturelle à la rétraction, mais doivent suivre tous les mouvements de la cage thoracique au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration. Le deuxième facteur qui empêche les poumons de s'affaisser, c'est la présence bien évidemment de surfactants, qui va recouvrir l'intérieur de chaque alvéole, ce qui a pour effet de diminuer la tension superficielle de l'eau. La présence de surfactants empêche donc l'affaissement des alvéoles. Par contre, il peut y avoir un syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né, par exemple, là où il va y avoir un manque de surfactants, et c'est fréquent chez les prématurés. Ceci se traduit par des symptômes comme l'inspiration qui va demander des efforts épuisants pour gonfler les alvéoles qui sont affaissées. Afin de traiter ce syndrome, on va avoir à utiliser le respiratoire qui va permettre de pousser l'air et maintient les alvéoles toujours ouvertes et également pulvériser le surfactant. Alors les échanges gazeux. Comme évoqué précédemment, donc on a parlé de la respiration externe, c'est les échanges d'oxygène et du dioxyde de carbone entre l'air alvéolaire et le sang. Et la respiration interne, ça se passe au niveau tissulaire.
Dans les alvéoles, le sang se libère de son dioxyde de carbone et se charge en oxygène, grâce à la respiration. Il se dirige ensuite vers le cœur où il est propulsé vers les autres organes et distribué dans tout le corps. Dans les cellules, il libère son oxygène et ses nutriments et se charge en dioxyde de carbone. Alors comment ça se passe, le transport de l'oxygène dans le sang? Il se fait sous deux formes. Soit il va être dissous dans le plasma, et majoritairement il va être combiné à l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle va être constituée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta, avec la présence de 4 M. Chaque M contient un atome de fer qui permet donc de fixer une molécule d'oxygène. Chaque donc hémoglobine peut fixer 4 molécules d'oxygène. La fixation ou la libération d'une molécule d'oxygène permet donc de faciliter la fixation des 3 autres ou de libérer les 3 autres. Alors on va parler maintenant de l'association et de dissociation de l'oxygène et de l'hémoglobine, l'équation et le pourcentage de saturation. L'oxygène, il va être peu soluble dans l'eau, environ à 2% d'oxygène transporté sous forme dissoute dans le sang. Donc majoritairement, l'oxygène va être combiné à l'hémoglobine. Le pourcentage de saturation de l'hémoglobine, par exemple, si on prend une valeur de 40%, va indiquer que l'hémoglobine est à 40% de sa capacité maximale de transport d'oxygène. Si la pression oxygène est augmentée, on va avoir tout simplement une association de l'hémoglobine avec l'oxygène. Si on a la pression d'oxygène qui va être diminuée, ceci va permettre de faciliter la libération de la molécule d'oxygène et donc la dissociation. Merci de votre attention. J'espère que j'ai été assez claire. Vous pouvez toujours suivre ma chaîne YouTube, Nawel Hardy, et également ma page Instagram. Je vous remercie.